Salut Benjamin, Bonjour Stéphane, ça va? ça va et toi? La Ça forme? va. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bali. Et ouais. Et du coup, j'avais envie, et toi aussi, je crois, de faire cette causerie ensemble. Mais de mon côté, c'est parti de quelque chose, d'un concept sur lequel tu m'as ouvert les yeux. Et c'est les trois grands traumatismes collectifs. Moi, j'en ai inventé, si tu veux, un quatrième par la suite. Mais est-ce que tu peux nous parler ce concept ou cette idée, ou ce point de vue, qui a vraiment changé ma manière de voir ce que tu appelles la métacrise, euh, que sont ces trois grands traumatismes collectifs? Alors, oui, peut-être avant d'en venir sur ces trois grands traumatismes, je vais peut-être parler du contexte qui m'a amené à, à les observer, à les identifier, à les nommer. Bon, pour reprendre ça, moi, depuis tout jeune, j'ai l'impression qu'il y a un bug dans la matrice. C'est-à-dire que l'humain n'est pas ce qu'il devrait être, mais je ne pouvais pas le mettre en mots. C'était un ressenti. Et j'avais ce ressenti notamment quand je sortais d'un supermarché où il y avait plein de produits, c'était une abondance pas possible, et à l'extérieur, je voyais une personne sans abri qui était dans la misère la plus totale. Et moi, dans ma tête, ça collait pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais j'étais incapable de le mettre en mots. Et plus tard, lors de mon adolescence, je me suis rendu compte, où j'ai commencé à ressentir que non seulement il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, mais que cette chose-là, elle était en train de nous envoyer dans le mur, qu'on était en train de détruire la vie sur Terre et ce faisant détruire notre propre avenir. Et là, pareil, à l'époque, quand j'étais adolescent, c'était des ressentis et je savais pas quoi en faire, donc je les ai plus ou moins refoulés. Mais bon, la vie étant la vie dans notre société actuellement, bah, j'ai quand même été amené à devoir faire une carrière qui m'a amené à travailler dans des multinationales. Et plus j'ai grimpé en échelon dans cette carrière-là, plus c'est devenu une évidence qu'on allait être droit dans le mur. Et là, ça m'a mis en face d'un dilemme. Parce que d'un côté, j'avais un récit qui était très confortable, qui était ma carrière, elle est parfaite, je suis cadre supérieur à Bali, j'ai du pouvoir, de l'argent, de la reconnaissance et tout ce qui va avec. C'est-à-dire une vie que notre société pourrait qualifier une vie de rêve. Et de l'autre, j'ai une conscience qui me dit, Benjamin, tu es en train d'alimenter une méga machine qui est en train de détruire le vivant sur cette planète et de détruire l'avenir de l'humanité. Et là, en fait, cette prise de conscience me disait, ton récit de succès, tu peux plus l'appeler un récit de succès. C'est un fiasco. Si tu participes à ça, c'est un fiasco. Et donc, ne sachant pas comment gérer la dissonance cognitive et ces deux contradictions fondamentales, je suis parti faire une retraite méditative. Et cette retraite méditative, elle a été le début d'un éveil de conscience. Et cet éveil de conscience m'a quelque part appelé pour essayer de comprendre les racines du bug de l'humain, les racines qui nous envoient dans le mur. Et donc c'est cet appel-là qui m'a amené à créer New World Together et à faire ce projet de recherche et d'éducation transdisciplinaire porté sur les racines de la métacrise. Ça, c'est juste pour poser le contexte. Peut-être préciser ce qu'est la métacrise, parce que c'est un mot qui n'est pas forcément très connu en France. La métacrise, c'est le mot qu'on donne pour décrire tous les gros problèmes que l'on a dans notre monde aujourd'hui, Et qui soient qui sont voilà, entrelacés, en fait, hein? et qui s'entrelacent, donc qui soient écologiques, sociaux, économiques, culturels, géopolitiques. C'est tous les gros problèmes, la crise de la santé mentale, le réchauffement climatique, les inégalités croissantes. On met ça dans le même palier. On comprend que c'est interrelié ou entrelacé, comme tu le disais. Et la métacrise, c'est ça, plus l'impact psychologique que l'on se prend quand on y fait face. C'est-à-dire, on fait face à une crise de sens. On se rend compte que ce qu'on fait aujourd'hui ne fait plus vraiment sens par rapport à ce qu'on est à ces défis-là. Et puis aussi l'impact psychologique, c'est-à-dire mental et émotionnel que l'on se prend. Donc la métacrise, c'est tout ça. C'est la crise à l'extérieur et le bouleversement que ça va générer à l'intérieur. Donc j'aime bien utiliser ce mot parce que je trouve que c'est celui qui qualifie bien le défi auquel on fait face. Et moi, quand il y a un défi, j'aime bien aller traiter les racines parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir le résoudre. C'est de bien comprendre les racines pour pouvoir les traiter.
Et donc là, quand je me suis penché sur les racines de cette métacrise, ce que j'ai rapidement trouvé, mais pas seulement à l'extérieur de moi, mais aussi en moi, c'est en fait des schémas de survie primaires qui ont servi, qui nous ont permis de survivre en tout cas pendant une grande partie de notre histoire, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés à cette époque de progrès technologique exponentiel. Pour l'expliquer dans des mots simples, c'est quand on met des schémas de fonctionnement primaire avec une technologie hyper puissante, on a une recette de catastrophe. C'est comme si on donnait un pistolet chargé avec une grenade à un enfant de 5 ans. Il a tout simplement pas le niveau de conscience pour pouvoir en faire un usage sécurisé. C'est pareil pour l'humain. Et donc, dans ces trois grands schémas de fonctionnement primaire qui sont insoutenables, j'ai trouvé qu'ils répondaient à des dangers. C'est la première chose. C'est la première chose que j'ai trouvée, c'est que ça répondait à des dangers que nos ancêtres ont vécu et que l'on vit dans une certaine mesure toujours. Le premier, c'est le danger de l'hostilité, c'est-à-dire vivre dans un environnement qui peut être hostile, parce que il peut y avoir des prédateurs ou des rivaux ou des maladies, c'est-à-dire des choses à l'extérieur qui veulent rentrer à l'intérieur et nuire à notre intégrité physique. Ou des événements. Le deuxième, ça peut aussi être effectivement des catastrophes naturelles. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je le qualifie par quelque chose d'extérieur qui veut rentrer à l'intérieur et qui, ce faisant, nous détruit. Donc, un danger existentiel. Le deuxième danger auquel on a fait face sur toute la surface du globe, c'est le danger de manque. Ne pas avoir assez de ressources pour pouvoir survivre. Et le troisième danger, c'est le danger de se retrouver rejeté du groupe. Parce que nous, les êtres humains, on fonctionne très bien en groupe, mais quand on est isolé, on est beaucoup plus vulnérable. On ne survit pas très bien, et puis en plus, on ne peut pas se reproduire. Et là, juste s'il y a des gens qui ont un doute sur cette notion-là, je vous invite juste à remarquer tout ce que vous avez sur vous et autour de vous, et d'enlever tout, sauf ce que vous avez extrait et fabriqué de vos propres mains. Moi, perso, si je fais ça, je suis à poil dans la jungle. Il n'y a plus rien. Parce que tout ce qui est sur moi ou autour de moi est le produit d'une collaboration. Et donc, on a eu des expériences d'hostilité, de manque et de séparation qui, pendant des siècles et des siècles, nous ont tués. Et donc, en nous tuant, elles nous ont aussi traumatisés. Et elles nous maintiennent donc dans la peur de l'hostilité. Et ça a tendance à être compensé. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est devenu un schéma prédominant par une volonté de puissance et de domination sur le monde extérieur. Sur la nature. Et sur la nature, bien sûr, parce que c'est aussi elle qui nous a... c'est aussi elle qui... Mais ça fait partie de la nature, c'est-à-dire on est des êtres mortels. Donc là, il y a une pulsion primaire de domination sur l'extérieur. Et le problème de cette pulsion-là, c'est qu'elle va engendrer des conflits entre différents individus et groupes qui cherchent justement à contrôler leur environnement extérieur. Et ça aboutit à des guerres, à des courses à l'armement, et aujourd'hui à des armes de destruction massive qui impliquent un danger existentiel pour notre avenir. Pour la danger, le peur, le trauma du manque, la pulsion primaire qui s'est très développée par rapport à ça, c'est la pulsion d'accumulation. Chercher à en avoir toujours plus, menée au fond par cette peur du manque, qui elle va aboutir aux rivalités pour les ressources, et donc à une surconsommation des ressources d'un côté et à une augmentation des inégalités de l'autre, qui aboutit à un dépassement des limites, qu'elles soient écologiques ou sociales. Donc un risque d'effondrement systémique, qui représente aussi, dans une certaine mesure, une menace existentielle. Et le troisième schéma de fonctionnement, enfin la troisième peur de séparation, elle nous amène à vouloir nous conformer à notre environnement social. Et souvent au prix de notre propre de notre propre authenticité, qu'on va refouler pour pouvoir faire être comme les autres. Et ça va créer la séparation en nous-mêmes. Et quand on rajoute des schémas de conformisme avec des technologies puissantes d'ingénierie sociale, de surveillance, voire d'intelligence artificielle, le risque qu'on va encourir, c'est le risque d'obsolescence. C'est-à-dire que quand on fait tous les robots, les robots sont bien meilleurs à ce jeu-là. Surtout quand on est dans une intelligence mécanique déconnectée de sa conscience et de son être. Et bien sûr, tous ces dangers, ces peurs d'hostilité, de manque et de rejection, de séparation, ils sont liés à des traumas qui sont collectifs et intergénérationnels. Et on a construit toute notre société dessus. Donc non seulement ils s'auto-alimentent, mais on a construit toute notre société dessus.
ce qui fait que c'est très dur d'en sortir. Tu parles de... il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Tu parles d'abandon de l'authenticité au profit du lien aux autres et au profit de la conformité, au profit de la sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est bien développé par Gabor Maté. Je ne sais pas si tu connais Gabor Maté. Qui nous dit également que le traumatisme n'est pas l'événement qui nous arrive, mais bien la conséquence et tous les comportements qui découlent de l'événement traumatique. Et donc ici, ce que tu dépeins, c'est que les trois grands traumatismes de la civilisation, c'est donc domination, on pourrait peut-être même entendre derrière cela patriarcat, j'en sais rien. On pourrait, le deuxième, donc accumulation, et le troisième, conformisme. À force de réfléchir à ça, oui, tu voulais intervenir. Ouais, je voulais juste dire, je dirais plutôt que les pulsions de domination, d'accumulation et de conformisme sont des schémas compensatifs, de compensation des traumatismes. Les traumatismes, c'est ce qui a été vécu suite à des expériences d'hostilité, de manque et de rejet social. Juste pour bien préciser, parce que la domination en elle-même, c'est pas un traumatisme, mais par contre, quand on subit de la violence à l'extérieur et qu'on ne peut pas digérer cette expérience, ben, ça devient un traumatisme. Et cette expérience cette violence, elle peut découler d'une pulsion de domination, mais elle peut aussi découler tout simplement d'un prédateur animal ou d'un événement naturel. C'est juste pour qu'on soit bien clair, parce que je pense que il est important de ne pas confondre le traumatisme et la pulsion de compensation qui découle du traumatisme. Chez Gabor Maté, c'est l'inverse. Hein, mais après, on peut voir la même chose de plusieurs manières. L'essentiel, c'est qu'on ait exposé les deux nuances, histoire que ceux qui nous regardent se retrouver dans l'une ou dans l'autre. À force de réfléchir à tout ça, puisque c'est une perception des choses qui m'a beaucoup inspiré, moi, j'ai vu, pour moi, un quatrième traumatisme que j'appelle le matérialisme, et qui est beaucoup plus récent, parce que ceux que tu cites là, les tiens, sont beaucoup plus anciens. Hein. On pourrait imaginer que les trois là se perdent dans des racines extrêmement anciennes, très archaïques, au moment même de la sédentarisation de l'humain. Hein. Et moi, j'ai l'impression de voir que depuis 300, 400, 500 ans, on a un traumatisme qui a été créé par les religions, par l'Inquisition et l'approche dogmatique des religions, ce qui a créé énormément de dégâts dans la civilisation moderne. Et la réponse à cela, ça a été la science. Donc une réponse très intéressante, très juste et progressiste et utile et qui fait énormément de bien. Et la science dans sa dérive, aujourd'hui, un excès donne un scientisme et un matérialisme, c'est-à-dire que l'approche dite scientifique, qui est d'ailleurs plus dans son extrême matérialiste et scientiste que scientifique, qui est l'approche juste, a jeté avec l'eau du bain le bébé qui est la spiritualité, c'est-à-dire on va supprimer le discours religieux et tout particulièrement en France, on va également supprimer la dimension spirituelle, ce qui arrive, ce qui nous mène en France à un discours très matérialiste où on essaye plus ou moins d'éteindre toute dimension spirituelle et où il y a vraiment une confusion qui est presque encouragée entre spiritualité et religion. Et moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à lier ce matérialisme au trauma de séparation, puisque je lis aussi la pulsion de conformisme à tous les schémas d'oppression, de manipulation de masse qui ont pu exister. Et donc la religion, pour moi, elle fait partie de ce groupe-là. C'est-à-dire que c'est un système de croyances collectif pour faire du lien entre les individus avec un dogme, une vérité absolue, des réponses toutes faites à des problématiques qui nous dépassent. Et effectivement, je pense qu'on peut parler de syndrome traumatique religieux collectif. L'une des réponses de ce syndrome collectif religieux collectif, c'est le matérialisme, c'est-à-dire un rejet total de toute forme de spiritualité. Parce que la spiritualité... Ouais. Une propension à tout rationaliser à l'extrême. Et une propension à tout rationaliser à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est tellement fait peur et traumatisé avec les religions qu'on est tombé dans un autre extrême, c'est-à-dire on ne voit plus
que ce qui est matériel, que ce qui peut être mesuré. Le problème, c'est qu'il y a tout un tas d'éléments de notre réalité partagés qu'on ne peut pas mesurer et qui ont un impact sur nous-mêmes et sur notre réel. Par exemple, une émotion, on ne peut pas la mesurer. Un système de croyance, on ne peut pas le mesurer. Notre conscience, on ne peut pas aujourd'hui la mesurer. Peut-être on pourra dans un autre jour. La philosophie, elle ne se mesure pas. Et donc, tous ces éléments qui sont fondamentaux ont été délaissés par ce paradigme matérialiste qui, dans son extrême, aboutit à une forme de nihilisme. C'est-à-dire que rien ne fait sens, on est dans un univers mécanique où tout est prédéterminé, on en arrive même à ce déterminisme, c'est-à-dire que le libre arbitre n'existe pas. Ça nous amène à croire, et je pense que c'est très désempouvoirant, qu'en fait nous sommes des réactions biochimiques qui sont le fruit du pur hasard de la manière dont l'univers fonctionne, mécanique, et qui donc n'ont pas de pouvoir sur elles-mêmes, ce sont juste des réactions biochimiques. Et effectivement, je pense que quand on commence à toucher l'être et sa conscience, on s'aperçoit qu'il y a toute une dimension inexplorée, qui est la dimension spirituelle, celle de la conscience, et qui ouvre tout un tas de nouveaux potentiels pour l'humanité. Notamment la capacité de mettre en conscience ce qui jusqu'à maintenant était dans l'inconscient pour pouvoir le recalibrer. Et donc je suis sur ce constat, même si moi je le placerai pas dans une quatrième catégorie, entièrement d'accord avec le constat que tu viens de dire, et ce matérialisme fait partie pour moi des schémas de fonctionnement obsolètes qui découlent des traumas qu'on n'a pas résolus et qui nous envoient droit dans le mur des limites. Mmh. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans ton approche, c'est que dans ta manière d'exposer tes recherches, on sent beaucoup de rationalité, de sérieux, et en même temps, tu parles d'éveil de conscience. Et comment est-ce que, selon toi, parce que certaines personnes qui nous regardent pourraient dire oh, c'est hyper rationnel, et d'autres qui nous regardent pourraient dire non, c'est hyper perché. En fait, cet avis-là va plus parler finalement du spectateur que de ce que tu es en train de dire. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que j'admire dans cette approche-là, c'est qu'en fait, on peut être extrêmement rationnel, on peut parler d'approche scientifique, on peut parler de faits, et on peut parler d'éveil de conscience sans pour autant disqualifier l'une et l'autre approche et faire danser ces deux. Moi, dans ma recherche personnelle, ce que j'imagine comme un avenir plus radieux pour l'humanité, c'est la rencontre entre ces deux paradigmes. Hein. C'est pas partir dans une rationalité et un scientisme, ni partir dans la perchitude ou la dérive sectaire, mais c'est de faire en sorte de comment est-ce qu'on va allier les deux. Comment est-ce que toi tu vis cette on pourrait presque dire cette dichotomie ou cette double réalité entre ces deux paradigmes, matériels et spirituels. Alors, effectivement, moi déjà, comme je le vis pas parce que pour moi, je fais pas de séparation vraiment. C'est-à-dire que pour moi, ces deux paradigmes sont intrinsèquement liés et on a besoin des deux pour être équilibré et pour créer une société équilibrée. C'est-à-dire qu'une science sans spiritualité, elle va devenir mécanistique et matérialiste, et donc elle va perdre tout son sens. Elle va être incapable de donner du sens parce qu'elle observe. Et une spiritualité sans science, elle va se percher, elle va devenir hors sol. Elle va pouvoir devenir dogmatique, irrationnelle. Et donc en fait, les deux sont nécessaires pour créer quelque chose qui puisse fonctionner. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un paradigme où ces éléments ont été opposés et sont souvent confrontés l'un à l'autre comme s'ils étaient irréconciliables. Moi, mais mon éveil de conscience et la manière dont j'ai fait mon travail m'a apporté à complètement réconcilier ces paradigmes et au point où je fais même plus vraiment le distinguo entre les deux. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'irrationnel dans ma spiritualité, je vais aller le remettre en question. Parce que pour moi, de la manière dont je comprends l'univers, tout a un sens. Rationnel. Tout peut s'expliquer d'une manière rationnelle. Et si on peut pas l'expliquer d'une manière rationnelle, pour moi, c'est souvent qu'on l'a pas compris. On n'a pas encore assez bien compris. Et de l'autre côté, si je vois que j'ai quelque chose de perché, où j'arrive plus à trouver des bases dans la science qui pourraient l'expliquer, je vais aussi le remettre en question.
Et bon, c'est quelque chose que je fais de manière habituelle. Donc pour moi, bah, j'ai finalement plus de contradiction entre mon envie de rationalité et de science et mon envie de spiritualité. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça semble contradictoire. C'est pas mon expérience. Et je pense vraiment, pour revenir à ce que je disais, que pour avoir un équilibre, que ça soit au niveau individuel, collectif ou sociétal, il faut qu'on trouve une balance entre ces deux. Donc réconcilier la science et la spiritualité, pour moi, ça fait partie du travail de reconnexion du 21e siècle, du travail de guérison aussi, parce que je pense que ce qui a séparé ces paradigmes, c'est aussi des traumas qu'on n'a toujours pas résolus. Donc c'est fondamental et je pense que tu le fais aussi dans ta manière d'aborder les choses. Que dire? Il y a beaucoup de travail à faire parce que Alors, d'un côté comme de l'autre, on a du mal. Et d'ailleurs, vraiment, hein, que ce soit des gens qui sont dans la spiritualité, qui vont avoir tendance à rejeter toute rationalité, parce que voilà, ils sont tellement habitués à des choses qui sont un peu éthériques et qui font des raccourcis, à pas avoir besoin de les expliquer rationnellement, que la rationalité c'est devenu quelque chose qui les repousse. Et de l'autre côté, pareil avec la science. C'est-à-dire dès qu'on va ouvrir, on va parler de conscience, de quelque chose de subtil, bah, il y a un rejet automatique, on va le qualifier de pseudoscience. Et je pense que vraiment là, individuellement et collectivement, il faut qu'on travaille sur nos égos pour pouvoir réconcilier ces deux paradigmes parce qu'on en a grand besoin si on veut construire un monde qui tient la route. ok. Eh ben, nous voilà d'accord sur un point et plein d'autres. Euh, Est-ce que tu as dit tout ce que tu souhaitais dire sur la métacrise? Non, il y a un autre élément que j'aimerais aborder. C'est les mécanismes psychologiques de déni qui nous empêchent d'y faire face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la métacrise, c'est the elephant in the room, en français, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'élément de la réalité qu'on peut tous ressentir, on peut tous, au fond nous, on sait tous que ça va pas bien, qu'on va dans le mur, mais dont on a encore énormément de mal, enfin qu'on a encore énormément de mal à mettre en mots, à discuter. C'est-à-dire que c'est l'un des plus grands tabous du 21e siècle. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils parlent des défis de soutenabilité, ils vont utiliser ce que j'appelle une vision silo, c'est-à-dire parler, par exemple, sous le prisme du réchauffement climatique, du gaz à effet de serre, ou parfois on va évoquer l'extinction de la biodiversité sur la surface de notre planète. Et il y a très peu de personnes qui ont une vision systémique de Transversale. ces problèmes pour voir qu'ils sont interreliés, et encore moins de personnes pour aller voir les racines à l'intérieur de nous. Et l'une des grandes raisons pour ça, c'est qu'en fait, cette métacrise, elle nous dépasse, elle nous bouleverse. Et quand quelque chose nous dépasse et nous bouleverse, inconsciemment, on va le mettre sous le tapis. On va si vous voulez, Verrouillé. on va le verrouiller et le maintenir dans l'inconscient. Tout ça pour se protéger mentalement et émotionnellement. Et l'une des clés pour résoudre ce verrouillage, c'est de devenir plus mature mentalement et émotionnellement, pour tout simplement pouvoir se laisser traverser par les pensées et les émotions que cette réalité partagée, cette perspective d'effondrement, de bouleversement qui nous dépasse, pour qu'on puisse l'intégrer dans nos schémas de fonctionnement, pour qu'on puisse la comprendre. J'ai une anecdote, si tu veux, sur ce sujet. Je parlais à un de mes anciens collègues qui, lui, est resté dans la multinationale que moi j'ai quittée. Et je lui disais, mais son prénom c'est Mathieu, je vais citer son prénom, s'il écoute la vidéo, il saura que je parle de lui. Mais Mathieu, dites voir quand même, tous les senior managers de la boîte, vous le savez quand même qu'on se dirige vers le précipice. Elle me dit, écoute, je pense qu'en effet, au fond de nous, on le sait tous, mais on préfère regarder ailleurs. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que, Benjamin, on ne sait pas comment gérer ce problème. Je lui dis, mais tant que vous continuerez à regarder ailleurs, vous serez jamais à même de pouvoir le gérer. Il faut pouvoir y faire face à ce problème pour pouvoir adopter des solutions. Et je lui propose, je lui dis, pourquoi tu ne me fais pas venir
pour une conférence de sensibilisation. Comme ça, au moins, vous aurez les éléments. Et il me regarde avec des yeux exorbités et il me dit, mais Benjamin, mais tu es malade. Tout ce que tu partages est antinomique à notre business model. Et je pense que sa réponse qui était honnête, elle est à l'image de l'état actuel de l'humanité. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on le sait tous, mais on préfère se voiler la face. On préfère regarder ailleurs. Parce qu'on ne sait pas comment gérer le problème, et malheureusement, ça crée un cercle vicieux, parce qu'en regardant ailleurs, eh ben, on s'empêche de pouvoir comprendre le problème, et on s'empêche de facto de pouvoir apporter des réponses qui soient adaptées et réalistes aux enjeux. Et quand on fait ça collectivement, bien sûr, on se prive des moyens nécessaires pour pouvoir réagir. C'est la première chose que je voulais dire. Et c'est vraiment un mécanisme de défense psychologique qui vient de l'ego, c'est encore lui, et qui est inconscient. Donc les gens font ça de manière principalement inconsciente. Ça, c'était la première chose que je voulais mentionner. Et la deuxième chose, mais peut-être que tu voulais m'y amener, je voulais parler de la méta-opportunité. Oui, avant de passer là-dessus, je voulais juste ajouter que tout ce que tu me dis depuis le début de la vidéo, moi je le passe au tamis de ma réalité à moi et je me dis, mais tout ce que tu dis et les maigres ajouts que j'ai faits sont applicables au couple et à nos micro-structures. Tu sais, il y a cette phrase qui dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein, quand on puise un petit peu dans le savoir ésotérique et les traditions. Et puis en fait, ces traumatismes collectifs, bien sûr, ils sont présents à l'échelle collective, mais ils sont présents à l'échelle sociale, je dis n'importe quoi, municipale, associative, et dans nos cellules les plus petites, que sont la famille. Et quand tu parles de déni, effectivement, quand on est dans un couple ou dans une structure familiale face à un problème qui est insurmontable, incompréhensible, eh bien, il y a cette énergie du déni qui peut être aussi une énergie de survie pour éviter de faire exploser une structure. Hein. Bien, oui. Ah non, absolument, je voulais vraiment confirmer. Hein. C'est vraiment une énergie de survie, et pour éviter de faire exploser une structure psychologique. C'est-à-dire pour éviter de se retrouver déséquilibré psychologiquement. Donc en fait, on est quand même bien fait. C'est ça. Je tiens à préciser d'ailleurs que moi, faire face à ces problèmes m'a temporairement déséquilibré psychologiquement. Bien sûr. Comme tu le sais. Et oui, oui. Et tu es passé par une recovery, on va dire une forme de guérison. Est-ce que tu as envie de parler plus particulièrement de ce mécanisme qui fait que on peut sortir d'une mauvaise passe, qu'elle soit, je sais pas moi, psychologique, sentimentale, relationnelle, professionnelle. Euh, est-ce qu'on pourrait parler, est-ce qu'on pourrait parler ici de résilience? Est-ce qu'on pourrait parler ici d'intelligence du vivant? Quel est le mécanisme qui s'est mis en place pour te sortir de tes impasses existentielles? Moi, je suis un cas particulier, donc je sais pas si on va pouvoir généraliser. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà quand je me suis lancé sur ce chemin, j'ai accepté en mon fort intérieur que peut-être j'allais finir complètement fou et que peut-être j'allais mourir. Donc c'est-à-dire que je suis parti avec une énergie très chevaleresque, voire un peu presque samouraï. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé face à la folie ou à la mort, j'ai accepté. J'ai accepté ça comme faisant partie du processus et j'ai accepté que peut-être j'allais pas aller jusqu'au bout de mon chemin. Donc cette acceptation, cette capacité quelque part à se rendre et à continuer contre vent et marée, comme tu le sais, à l'époque quand ça a commencé, j'étais mis en hôpital psychiatrique. C'est ce qui m'a permis de traverser la tempête. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est un chemin à suivre? Je ne pense pas. C'était peut-être nécessaire pour pouvoir ouvrir la voie. Mais maintenant que la voie est ouverte, il n'y a pas besoin de traverser tout ça pour aller acquérir les connaissances, puisque les connaissances, elles sont déjà mises à disposition.
En tout cas, ce que je peux dire, je pense qu'il sera utile pour tout le monde, c'est que je pense qu'on a des problèmes sur nos chemins d'évolution parce que tous nos défis, même nos expériences difficiles, sont aussi des expériences d'évolution. Elles sont toutes sources d'apprentissage et donc d'expansion de notre conscience, de notre connaissance, etc. Je pense que pour moi, là où ça va bloquer, c'est quand on se met en conflit avec notre expérience. Quand on se met en conflit avec ce qui nous traverse. En résistant. En résistance. C'est comme si là, on rentrait en guerre avec l'univers quelque part. Et quand on rentre en guerre avec l'univers, on sait déjà qui va gagner et qui va perdre. Hmm. On ne va pas gagner cette guerre-là. Donc Hmm. moi, ce que j'ai appris, c'est que d'accepter mes expériences et ce qu'elles peuvent générer en moi est la clé pour qu'elles puissent me permettre d'évoluer. Hmm. Ce que, J'ai eu... Ouais. ce que j'entends ici à travers ton discours, hein, quand tu parles de crise existentielle et de périodes difficiles, est-ce qu'on peut entendre ici alors, que tu avais une vie bien rangée, mais qui avait une vraie dissonance, c'est-à-dire tu avais un métier, une carrière, successful, etc., une profonde dissonance, une profonde incongruence entre ce que tu faisais et ta vision du sens et de l'avenir, et que ce shift qui consiste à vivre autrement avec plus de congruence et plus d'alignement avec tes valeurs et ce que tu veux pour ta vie, a créé une forme de mort identitaire à laquelle tu as, pendant un certain temps, résisté. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai entendu et c'est ce que moi je ressens. Est-ce que ça colle avec ta vision des choses? Alors oui, je tiens aussi à préciser que cette mort identitaire, elle implique une déstructuration. Et que la déstructuration, avant de revenir à une restructuration, il y a une période de chaos. Et quand on n'est pas prêt à cette période de chaos, voire qu'on ne la comprend pas, on se retrouve dans un état de déstabilisation mentale et émotionnelle. C'est ce que moi j'ai traversé. Je tiens aussi à dire que cette période d'éveil a aussi été une période de reconnexion à beaucoup de choses que j'avais refoulées. Et dans ces choses que j'avais refoulées, il y avait énormément d'émotions, telles que de la tristesse, de la colère, et que ça aussi, j'ai dû me laisser traverser par ça. Et si aujourd'hui j'ai les clés de compréhension, quand c'est arrivé à l'époque, je ne les avais pas. Bien sûr. Donc j'ai été complètement dépassé par le processus. Ouais. Et malheureusement, je dois dire que dans mon entourage, les gens n'étaient non plus pas équipés pour comprendre ce qui était en train de se passer. Je parle de mon entourage, je parle aussi de la société, parce que la société, aujourd'hui, dans son paradigme matérialiste, va pathologiser ce type de processus d'éveil de conscience. Bien sûr. Donc j'ai eu, on va dire, beaucoup de chance de pouvoir traverser tout ça, mais quelque part, je pense que c'est parce que j'ai aussi accepté que finir fou ou mourir ferait peut-être partie du processus. Hmm. Alors là, on est sur ce qui me semble important ici, pour circonscrire ou préciser tous les propos que tu tiens, c'est de faire comme un petit disclaimer, en fait. Quand tu utilises des mots comme éveil, mourir, devenir fou, c'est des choses qui, évidemment, peuvent faire très, très peur. Néanmoins, moi, ce que j'adore, c'est de me rendre compte et de réaliser que ce dont tu parles, ça fait des milliers d'années que toutes les religions, et quand je dis religion, on ne parle pas de l'institution dogmatique qui fait des millions de morts, on parle du courant spirituel qui doit être respecté comme la croyance de chacun, que ce soit les religions du Moyen-Orient, que ce soit les religions d'Extrême-Orient ou les religions bien de chez nous, d'Occident. Il y a une transversalité dans toutes les traditions spirituelles, dans tous les chemins initiatiques. On pourrait ici parler de Joseph Campbell, hein, ce grand anthropologue, mythologue qui euh, étudie la transversalité entre les mythes et les religions. Il y a toujours une crise, il y a toujours une chute, il y a toujours un deuil à faire, ne serait-ce que de sa propre identité. C'est un chemin initiatique, hein.
Donc, on n'est pas en train, et il me semble important de préciser que tu n'es pas en train ici de t'inventer ou des choses comme ça, mais en fait, toi comme moi, comme ceux qui nous regardent, on est tous soumis à ce que, par exemple, Joseph Campbell appelait le parcours du héros. Euh, une ascension, une crise, une chute, une renaissance. Et toutes les religions nous parlent de mort identitaire, nous parlent, dans le christianisme, c'est la nuit noire de l'âme. Hein. Dans le bouddhisme tibétain, c'est la traversée des bardeaux. Et chaque mythe, à travers l'humanité, que ce soit à travers les religions, la poésie, la spiritualité, l'initiation, les traditions spirituelles, est décrit ce chemin que tu décris. Et on peut aussi le voir à travers les entreprises, les sociétés, les associations et les couples. C'est vraiment un schéma qui va se répercuter dans toutes les strates et dans toutes les tailles de groupements et de cellules finalement humaines et sociales. Et donc ça, je pense que c'est utile de le préciser pour, comment dire, hum, préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une démarche perchouille, perchée ou New Age, mais qu'on parle en fait de choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciennes, transculturelles, transversales et universelles. Même dans les entreprises, ces révolutions, ces chutes et ces renaissances, même dans la politique des pays, partout, dans toutes les cellules et dans nos couples, ça s'observe. Et voilà ce que je voulais préciser, tout simplement. Ce qui nous fait arriver peut-être au dernier sujet, qui est ce que tu appelles la méta-opportunité. Ah oui, je trouve que c'est une super transition. Eh bien voilà, je t'écoute. Moi, j'y connais rien, la méta-opportunité. D'accord, ok. Alors, euh, peut-être dans cette notion de petite mort et de renaissance, quelque part, la petite mort, c'est un moment de crise. Et la renaissance, ben, c'est un moment d'opportunité. C'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, la crise, c'est ce qu'on avait besoin de traverser pour pouvoir évoluer en conscience, obtenir de nouvelles capacités. Et ben, si on regarde la crise de notre civilisation globalisée, la métacrise, elle répond, selon moi, exactement à ce principe. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on observe? C'est un paradigme civilisationnel établi sur des croyances ancestrales, des schémas de fonctionnement primaires qui arrivent à la fin de son terme et qui n'a d'autre choix que de se réinventer. Que ce soit d'une manière forcée, c'est-à-dire ça, c'est si le changement n'est pas accepté et quelque part que ce paradigme s'effondre sous son propre poids, ou de manière consciente, parce que petit à petit, on se rend compte de ce qui est en train de se passer, et donc on a une évolution de conscience. Et cette évolution de conscience collective, cet éveil de conscience collective auquel l'effondrement de ce paradigme nous appelle, est une méta-opportunité pour toute l'humanité. Je vais préciser, moi, ce que je mets derrière ce terme de méta-opportunité ou comment je le vois. Ce que l'univers nous invite à faire, et on pourrait parler de réalité, ce que la réalité nous invite à faire, si peut-être certaines personnes ont du mal avec le mot univers, c'est déjà de comprendre pourquoi notre progrès technologique nous amène face à un effondrement systémique. Cela arrive bien car nous ne fonctionnons pas de manière rationnelle. Si nous fonctionnons de manière rationnelle, notre progrès technologique ne nous mettrait pas en danger. Et donc, quand on a compris ça, on comprend qu'on a des problèmes psychologiques au niveau collectif. Et ça, ça nous permet de mettre en conscience tout un tas de choses qu'on a besoin de mettre en conscience. L'existence des traumas collectifs qui nous maintiennent dans un état de peur, les systèmes de croyances qu'on a utilisés pour rationaliser cet état en disant c'est la nature humaine, c'est le péché originel, c'est les djinns ou je ne sais quoi. Tout ça, aujourd'hui, si on prend conscience de ce qui se passe, va être déconstruit. Et ça va être remplacé par quoi? Par la connaissance de nous-mêmes, par la connaissance de la reconnaissance de notre inconscient,
et de notre inconscient collectif. J'aime beaucoup cette citation de Carl Gustav Jung, qui d'ailleurs lui aussi est passé par une période qui donnait tous les symptômes de la schizophrénie. Carl Gustav Jung dit « Tant que vous n'aurez pas mis l'inconscient en conscience, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Moi, j'ai repris cette citation pour l'élargir un petit peu aux grands défis de notre ère, au niveau collectif. Et j'aime dire, tant que nous n'aurons pas mis l'inconscient collectif en conscience, il poussera nos civilisations à l'effondrement et nous appellerons cela l'inchangeable nature humaine. Et bien là, tout ce que l'on est en train de vivre nous invite à mettre en conscience l'inconscient collectif. Ça veut dire à atteindre la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de soi, mais au niveau collectif, à reconnaître nos pouvoirs créateurs, nos pouvoirs, parce que c'est nous qui avons créé nos cultures, nos sociétés, nos schémas de fonctionnement. Nous ne sommes pas nos schémas de fonctionnement. Nous pouvons les reprogrammer en conscience. Nous ne sommes pas nos cultures et nos sociétés. Nous pouvons les reprogrammer en conscience. Et prendre collectivement conscience de ça, c'est une méta-opportunité pour l'humanité. Troisième chose que la métacrise nous invite à reconnaître, c'est que tout dans cet univers est interrelié, que nous faisons partie du grand tout, que nous co-créons ensemble notre réalité avec ces éléments du grand tout. Et que ça, c'est une invitation à agir avec beaucoup plus de présence, de sagesse, de conscience. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est de comprendre la métacrise, traiter ses racines profondes, et on a besoin de le faire collectivement, transforme cette métacrise en opportunité d'évolution collective. Et cette opportunité d'évolution collective, elle ouvre quoi? Elle ouvre le voie d'avenir qui chante. Quelque part, j'ai envie de dire, et je reprends la formule de Charles Eisenstein, je ne sais pas si tu le connais, c'est le meilleur monde que nos cœurs savent être que nos cœurs savent être possibles. Okay. Et donc, bien sûr, je suis pas en train de dire que tout va bien se passer et que c'est bon, ça va se faire tout seul. Non, certainement, ça risque de ressembler à un accouchement. Et un accouchement peut aussi finir en fausse couche. Un accouchement, il y a des larmes, il y a du sang et il y a de la douleur. Effectivement, je pense que la métacrise va nous amener à une forme d'accouchement qui peut mal finir. Mais l'invitation pour les gens qui en ont conscience, c'est d'aider à pousser, d'aider à faire évoluer les consciences pour que, en effet, ce potentiel de transformer cette métacrise en méta-opportunité puisse être exploité. Ok, ce qui m'amène à une question finale. La dernière, pour moi en tout cas, comment on fait quand on sent tout ça, quand on est d'accord avec tout ça, comment on fait pour se dépercher et rentrer dans quelque chose de concret, acceptable socialement? J'essaye encore de répondre à cette question, donc je ne sais pas si je vais avoir une réponse avisée. Malheureusement, aujourd'hui, notre société ne reconnaît pas ce discours. Non seulement elle ne le reconnaît pas, et elle le marginalise. Donc, la première chose à faire, je pense, c'est un travail d'adaptation pour pouvoir amener ces éléments-là sans se faire marginaliser parce qu'on a un discours qui est trop éloigné du niveau de conscience et du niveau de connaissance qui est celui de nos sociétés. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut quand même, je pense, noter qu'aujourd'hui, le nouveau paradigme dont je parle est émergent et qu'il y a plus en plus d'individus, d'organisations qui tendent donc de plus en plus d'ouverture. La preuve, on est en train d'en parler dans une podcast. Je ne pense pas que ça aurait été possible il y a 10 ans, ou aussi facile il y a 10 ans. Quand tu parles de paradigme émergent, je vais te dire ce que j'entends et tu vas me dire si c'est ce à quoi tu penses. Pour moi, c'est une approche progressive de la déconstruction de mécanismes délétères en y incluant davantage de valeurs humaines et philanthropiques. Oui, c'est une bonne manière de le mettre au mot. Ok. C'est bien. C'est-à-dire, tout simplement, ce paradigme émergent, si on veut, une autre manière de le mettre en mots, c'est la sortie
d'un système prédateur et extractif et la rentrée d'un système contributif et régénératif en Avec, conscience. avec une... donc je parle sous ton contrôle, ou plutôt je demande un peu ta vérification là-dessus, avec une mise en avant et une remise en relief de la valeur du vivant. Absolument, absolument. C'est-à-dire que dans ce nouveau paradigme régénératif, le vivant est la priorité et non pas à l'exploiter pour générer du profit et accumuler de la ressource. Ça, c'est la priorité de l'ancien. Donc en fait, le vivant est valorisé parce qu'il l'est. Euh, mais je pense qu'il y a encore, c'est tellement, ce nouveau paradigme est tellement multifacette que j'ai toujours l'impression que c'est réducteur quand on essaye de le mettre en mots. Mais ce que je peux, moi, dire d'une manière simple, c'est que ce nouveau paradigme et les expériences que nous sommes en train de vivre, quelque part, nous, nous apprennent, nous demandent de prendre soin de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Parce que tout cela est interrelié. Et si on veut avoir un avenir qui soit désirable et soutenable, il n'y a pas d'autre alternative. Toutes les autres alternatives mènent ou à l'effondrement ou à la dystopie, et donc ne sont ni désirables ni soutenables. Merci Benjamin, c'est pour moi un formidable mot de la fin. Est-ce que tu Merci, veux merci à toi rajouter? Stéphane pour tout ce que tu fais et pour ouvrir ton micro à ces idées. Merci à toi Benjamin, à bientôt. À bientôt.